Info Santé sur Radio Puisalène avec le docteur Vauduit, Edwige et Ludo. Ce mercredi 2 septembre, nous parlerons du métier des infirmières avec Madame Feigueux et Madame Le Poulain, infirmière. Vous pourrez intervenir en direct à l'antenne et poser toutes vos questions au 03 44 75 3000, le 03 44 75 3000. La Picardie, une région qui bouge, avec Puisalène FM. 18h21, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Puisalène. Nous sommes ensemble pour le rendez-vous Cœur et Santé, comme tous les premiers mercredis du mois. Nous allons accueillir l'ensemble de nos invités dans la salle d'interview. Bonsoir Edwige, bonsoir Ludo. Oui, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir aux auditeurs de Radio Puisalène. C'est vrai que ce soir, émission comme tous les mois avec le docteur Vauduit, comme on a l'habitude de retrouver Cœur et Santé. Et là, ce soir, c'est la rentrée, oui, et on parle du métier des infirmières. Bonsoir mesdames. Bonsoir à mesdames, bonsoir docteur Vauduit, bonsoir Ludovic. Et bien sûr, on va faire tout de suite une petite rectification en ce qui concerne Madame Feigueux, c'est vous. Donc bonsoir. Madame Feigueux. Bonsoir Marie-Thérèse. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Et bonsoir Madame Edith René. Bonsoir. Donc bonsoir, qui est infirmière. Oui. Voilà. Donc on a fait connaissance. Bonsoir Ludo. Bonsoir, oui. Ça va. Oui, ça va. Bah, moi ça va. Écoutez, je suis en pleine forme. J'ai appris que tu es parti en vacances, donc oui. Du coup je me suis reposé un peu. Ouais. C'est vrai. T'as passé de bonnes vacances. Non, ça s'est bien passé. On s'est pas ennuyé. Non, pas pas du tout. Docteur Vauduit, ça va? Ça va bien. C'est vrai que c'est long quand même, 2 mois. Ah oui, 2 mois sans... Ça m'a manqué. Hein. Oui, moi aussi, ça commençait à me manquer quand même. Hein. Et là, c'est quand même, ce soir, c'est un métier passionnant. Les infirmières, donc le métier des infirmières. Alors, je ne sais pas qui c'est qui va commencer, Marie-Thérèse ou Edith. Alors, on va juste préciser de où vous venez, justement. Vous êtes infirmière à Noyon. Vous allez vous présenter. Voilà, vous allez vous présenter un petit peu. Alors. Donc moi je m'appelle Marie-Thérèse, donc je vais peut-être pas dire mon âge, mais il y a quelques années que j'exerce cette profession et pour lequel donc je serai en retraite dans quelques mois. Alors attendez, on va régler les tout petits soucis de micro. On va peut-être demander à Edith de se présenter, le temps pour de temps de régler ces petites difficultés, à moins que les soucis sont rétablis, je pense. Voilà. Alors apparemment, c'est un petit souci technique, c'est normal, c'est la rentrée. Hein, le matériel a besoin de reprendre aussi ses habitudes. C'est des choses qui arrivent. C'est une preuve qu'on est en direct. Donc on disait, Marie-Thérèse. On va reprendre avec Marie-Thérèse. Donc moi je m'appelle Marie-Thérèse, donc j'ai 39 ans de carrière derrière moi, donc je suis quelqu'un qui est sur le départ, on va dire. Et donc cette profession, je l'ai embrassée il y a 39 ans. Et c'est avec beaucoup de joie et parfois beaucoup de peine que j'ai exercé ce métier. Et je pense que on a besoin de vocation, on a besoin de personnes compétentes et motivées pour faire ce travail. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue qui est plus jeune dans la profession et pour lequel je souhaite bon courage. On va donner la parole à Edith. Ouais. Donc moi c'est Edith, je suis diplômée depuis 2002, donc beaucoup plus récemment que toi, Marie-Thérèse. Mais voilà, je suis plus novice, mais je suis pas encore non plus experte dans la profession. Mais voilà, c'est un métier qui me plaît toujours et qui, je pense, continuera à me plaire encore longtemps. Alors, vous exercez à Noyon ? À l'hôpital de Noyon, oui, en service de médecine. D'accord. Et vous, Marie-Thérèse, aussi ? J'exerce aussi à Noyon, en service de médecine polyvalente, donc avec ma collègue, Edith. Alors, une petite question. Combien d'années d'études, justement, pour devenir infirmière ? 3 ans et demi. 3 ans en tout cas, oui. Donc, maintenant, elle est passée à 3 ans et c'est une licence. Il y a eu des modifications, donc, par rapport à nos études. On était à 38 mois pour nos promos, mais là, les nouvelles diplômées démarrent avec une licence. C'est un bac plus 3.
Oui. Nous ne sommes pas reconnus comme Bac plus 3. D'accord. Donc potentiellement, ça fait une différence, excusez-moi, au niveau donc pour parler argent. Ah oui, voilà. J'allais dire oui. Est-ce que c'est vrai. Le bac est nécessaire pour l'inscription à l'école d'infirmière? Alors en tout cas, moi quand je l'ai passé, c'était obligatoire. Et je crois que c'est toujours le cas, il me semble, parce qu'après c'est un cursus universitaire en fait, donc il me semble qu'il faut encore le bac. Il faut le bac, oui. Donc bac plus 3, niveau licence, comme disait Marie-Thérèse. Voilà, oui. Alors là, ça fait combien de temps que vous exercez à Noyon? Alors à Noyon, ça fait 7 ans maintenant. Et avant, j'étais en région Lorraine, donc sur l'hôpital de Nancy, et où j'ai exercé une paire d'années aussi, en service de chirurgie, dans l'autre service. Donc 7 ans, je pense que vous avez fait forcément connaissance de Marie-Thérèse, qui elle, depuis 39 ans. Oui. Donc là, vous travaillez ensemble dans le même service? Oui, tout à fait. Ouais, depuis que je suis arrivée à Noyon, c'est... Je crois avec Marie-Thérèse même que j'ai dû faire ma première ou ma deuxième journée quand je suis arrivée sur l'hôpital. C'est bien parce que ça fait une belle rencontre entre une jeune infirmière et une personne justement comme vous, Marie-Thérèse, qui est sur le point du départ et qui apprend encore peut-être des choses justement à les jeunes infirmières qui arrivent dans votre service, hein, je pense. Hein. Tous les jours, vous apprenez, oui. Avec Marie, oui, tous les jours. Je pense que c'est une des personnes avec qui on ne peut qu'apprendre. Parce qu'elle est passionnée par son métier et ça se ressent en tant que collègue en tout cas. Ça c'est certain. Alors, est-ce qu'il y a une différence justement entre une infirmière libérale et une infirmière qui travaille à l'hôpital au niveau des diplômes? Ah, au niveau des diplômes, non. Le cursus initial, il est le même. Par contre, après, alors, c'est pareil. Avant, il fallait exercer au moins 5 ans. Maintenant, c'est 3. Maintenant, c'est passé à 3 ans en tant qu'infirmière, on va dire générale, entre guillemets. Et avant, c'était 5 ans. Maintenant, c'est 3 ans. Et ensuite, on peut s'installer en libéral. Mais la formation est la même, à la base. D'accord. Oui, je voulais dire, vous exercez donc à Noyon. Comment ça se passe une journée pour vous, infirmière? Est-ce que c'est tous les jours la même chose? Est-ce que ça change? Est-ce que, comme vous dites, expliquez-nous un petit peu, plus le métier d'infirmière. Vous, Edith, puisque je pense que tous les jours, ça doit pas être. Non, c'est pas tous les jours la même chose. Après, il y a un rythme. Il y a une constance dans chaque jour parce que effectivement, on a comment expliquer? On a une routine dans le métier. On a des soins qui restent les mêmes. On a des horaires qui restent les mêmes pour effectuer ces soins-là, par rapport aux patients, par rapport à nos collègues aussi, parce qu'on travaille en équipe. On est sur-infirmière, mais il y a aussi les aides-soignantes et les médecins qui sont là et qui régulent un peu toute la journée. Et donc on a une constance dans certains soins, dans le rythme de toute la journée. Par contre, aucune journée ne se ressemble parce que déjà les patients sont tous différents, c'est au cas par cas pour chaque et parce qu'il y a, je sais pas comment trop expliquer. Il peut y avoir des urgences, qui rythment les journées différemment. Après, ça va être dans tout domaine. Ça va être avec le patient et avec ce qui est plus administratif, tout simplement. C'est très varié. Une journée peut être extrêmement épuisante de ce côté-là et enrichissante dans l'autre sens, en fait. C'est vraiment varié. Vous dites administratif, c'est-à-dire vous faites aussi les entrées, les sorties, D'une certaine manière. Après, on n'est pas... ça se résume pas à ça. Maintenant, on a on a notre responsabilité dans ce qu'est la prise en charge des sorties, effectivement, des entrées. Il y a de plus en plus En fait, c'est paradoxal. Il y a de plus en plus l'arrivée de l'informatique dans notre métier pour simplifier les choses. Ce qui est vrai pour un certain nombre de choses, effectivement, surtout quand tout fonctionne bien. Après, paradoxalement, il y a aussi tout ce qui est traçabilité, qui est très important dans notre métier et qui, de ce fait-là, nous prend... Je trouve, en tout cas, ça fait pas longtemps que j'exerce, mais je trouve beaucoup plus de temps et qui nous laisse malheureusement moins le temps pour ce qui est du soin réel aux patients.
Voilà, une journée type, je saurais pas la décrire parce que c'est vraiment, c'est variable. Est-ce que vous êtes toute seule? Ou alors accompagnée de toujours Marie-Thérèse, ou est-ce que vous faites vos soins toute seule? Comment ça se passe? On est une équipe, donc on n'est jamais seul. On a effectivement, pour le service en tous les cas qui me concerne, on a chacune un secteur avec, on va dire, une quinzaine de patients. Donc une infirmière pour 15, on va dire, c'est à peu près une règle. Après, il y a toujours une aide-soignante avec nous et une infirmière pour 15 autres patients. Donc au final, sur la journée, on est toujours 2 infirmières pour 30 patients. Chiffre qui n'est pas forcément réel tous les jours puisque le service n'est pas forcément plein ou pas, mais en tout cas, on est toujours au moins 2 infirmières plus nos collègues aides-soignantes. Alors justement, vous dites collègues aides-soignantes. Qu'est-ce qu'ils font à côté de vous, les aides-soignantes? Quelle est la différence entre une infirmière et une aide-soignante? Eh ben, en fait, la différence, elle est plutôt au niveau des soins que les aides-soignantes peuvent prodiguer, puisque nous, en tant qu'infirmières, on a des soins techniques avec tout ce qui est prise de sang, pose de cathéter, des choses plus, comment dire. Vous avez la responsabilité peut-être. Voilà, mais les soins sont pas les mêmes. En fait, on a ce qu'on appelle le rôle propre, pour être clair, de l'infirmière et le rôle propre de l'aide-soignante. L'infirmière peut faire les deux, c'est-à-dire que ça va de la toilette, des soins d'hygiène aux soins plus techniques, alors que l'aide-soignante, ça me gêne de dire s'arrête aux soins d'hygiène parce que c'est pas le cas. Je sais pas comment m'exprimer, mais je sais pas comment définir. Pour moi, l'un va pas sans l'autre. L'infirmière peut pas travailler sans l'aide-soignante et inversement. C'est complémentaire, mais voilà, je sais pas trop comment l'exprimer. Mais disons excusez-moi, c'est des soins que l'infirmière, donc on a des soins de base et on délègue à l'aide-soignante. Donc c'est un peu, donc on va imager, nous on est le pilote et il y a le copilote à côté. Oui, voilà, exactement. D'accord. Donc on délègue la toilette, on délègue donc l'alimentation, on délègue des choses qui sont dans leurs compétences, parce qu'elles aussi ont des compétences dans leur diplôme. Donc il y a des choses qu'on peut leur déléguer et des choses qu'on ne peut pas. Est-ce qu'une infirmière peut prendre la décision de donner un médicament à un patient, par exemple, s'il a une douleur, ou il faut automatiquement passer par un médecin? Il faut impérativement une prescription médicale. Impérativement. Sinon... Oui, là, je tourne vers Marie-Thérèse, puis je reviens sur le côté administratif de dans l'exercice de votre fonction. Marie-Thérèse, vous avez été longtemps infirmière. Est-ce que vous avez l'impression que l'administratif est plus importante actuellement par rapport à avant ou non, malgré l'informatique? L'informatique donc nous a enlevé le côté relationnel qu'on peut avoir auprès du patient. Donc c'est vrai que je vais prêcher pour ma paroisse, excusez-moi. Je suis pas née avec un ordinateur au bout des doigts. Donc pour moi, cette étape donc du passage à l'informatique a été très difficile. Donc qui peut me prendre peut-être plus de temps que par rapport à Edith, qui est beaucoup plus jeune que moi. Malgré tout, donc je m'en sors, mais le côté administratif est quand même relativement lourd dans notre fonction. Même si depuis quelque temps, on a eu une nomination donc d'une aide-soignante qui nous sert d'agent administratif. Et là, c'est vrai que pour les prises de rendez-vous, ça nous a soulagé fortement. Pour téléphoner aux familles, pour les sorties et tout ça, c'est des choses qui nous soulagent un peu beaucoup. Et là, honnêtement, elle est en vacances, je pense à elle, parce que... La prochaine fois, je prends mes vacances en même temps qu'elle. Voilà. Donc, il est vrai que le côté, tout ce qui est entrée, avec les numéros de téléphone des familles et tout ça, donc on doit répertorier impérativement dans la fiche d'accueil, dans les obligations donc qu'on a pour une entrée, et la même démarche est faite pour la sortie. Donc, il y a beaucoup d'administratifs qui parasite un peu ce que l'on pourrait, les soins auxquels on pourrait rester plus longtemps auprès du patient. Oui. Alors, vous dites l'infirmière peut le faire. Est-ce que l'aide-soignante peut le faire aussi, les entrées et les sorties?
Elle pallie déjà pas mal de choses, c'est-à-dire que impérativement, donc on va peser, le patient quand il arrive, bon ça va être, je vais vous énoncer un petit profil type. Il arrive, il faut le peser, il faut le mesurer, il faut qu'on prenne ses constantes, c'est-à-dire la tension, les pulsations, la température. Donc ça, c'est des choses que l'on peut déléguer. Mais c'est pas des choses qu'on va leur faire 3 à 4 fois, voire 10 fois dans la journée. S'il faut surveiller un patient, les tensions toutes les heures, ce ne sont pas les aides-soignantes qui vont le faire, même si elles peuvent le faire une fois dans la journée. D'accord. Hein, mais elle nous aide dans pas mal de soins, c'est-à-dire l'installation du patient, on va aller avec elle ou elle l'installe et nous tout de suite après on va derrière. Mais c'est vrai que l'infirmière sans l'aide-soignante c'est rien. Donc je pense que cette profession-là aussi est à montrer à pointer du doigt et sans elle on n'est rien et nous. Est-ce que l'aide-soignante peut devenir médecin? Infirmière. Infirmière. Si elle passe par un cursus comme le mien, parce que j'ai un cursus assez spécial, j'étais aide-soignante avant. Oui. Après, donc, j'ai fait mes 3 ans et demi d'études. Donc, oui, je suis passée par la profession d'aide-soignante pendant presque 16 ans. D'accord. On commence comme ça, et puis après, on a des possibilités, donc, quand on rentre donc dans le paramédical, si on en a envie et aussi faire la demande, de pouvoir monter hiérarchiquement. C'est-à-dire que même une infirmière qui a fait 3 ou 4 ans de service actif dans n'importe quel service peut prétendre à vouloir être cadre de santé, c'est-à-dire ce que l'on appelait avant la surveillante du service. Maintenant, on appelle ça un cadre santé. La chef-tête. C'est ce que j'allais dire, oui. Après infirmière, c'est quoi? C'est ça? C'est cadre de santé, oui. Et après, il y a cadre supérieur de santé. D'accord. Après, il y a donc directrice des soins infirmiers. Ah oui. Et après, bon, il y a plusieurs antennes avec le directeur administratif qui chapeaute les 2 hôpitaux, parce que maintenant, Noyon et Compiègne, on a fusionné, donc il y a eu un mariage. Vous vous êtes mariés, hein, on n'a pas été invités. Hein. Non, c'est pas normal ça, faut le refaire. C'est pas normal. On va essayer de demander on a eu la directrice de l'hôpital de Noyon l'année dernière. Oui, c'est vrai. Oui. Madame Julien. Oui. On l'a eu ici en émission l'année dernière. Oui. Ah, d'accord. C'est une personne très humaine aussi. École des cadres, et puis là, il a fait beaucoup d'écoles après, je pense, pour être directrice adjointe actuellement. Alors. Ah oui. C'est bien. Donc, vous voyez, il y a des promotions possibles. C'est vrai, oui. On peut monter, hein, mais il faut quand même certaines années pour pouvoir avoir un petit peu d'expérience aussi. Oui, parce que je pense que quand on embrasse cette profession, je pense que après on a des petits chevaux de bataille, on va dire. Moi, le mien, c'est la cardio et la douleur. Après, il y a des filles qui vont être, du moins des collègues qui vont être plus orientées sur le relationnel, sur, je pense, ma collègue Edith qui serait et qui prétendrait à avoir un DU sur les escarres, chose qui est quand même quelque chose d'important et dans les services, dès qu'il y a une hospitalisation longue, il y a des escarres, donc c'est des diplômes universitaires, donc on part une année dans une fac ou dans une école spécialisée avec ce que l'on veut faire. Moi, j'ai fait un DU douleur, donc je suis allée à la fac de médecine d'Amiens pour faire mon année de... Et depuis 39 ans, vous occupez que des personnes qui ont justement des problèmes avec les douleurs, avec... La douleur, elle est prise en charge donc depuis des années, mais bon là c'est plus... il y a des orientations donc que les hôpitaux essayent de mettre en route. Notamment nous, on a eu, il y a 2-3 ans maintenant, la dotation donc d'une chambre, d'un lit d'hospitalisation de semaine pour tout ce qui est douleur. Donc là, c'est une infirmière qui a voulu ce poste et qui gère donc les patients, mais pour lequel nous rentrons en relation aussi avec le patient. C'est pas parce que le patient vient d'un lit douleur qu'on va pas suppléer notre collègue qui est spécialement formé pour ça et qui travaille en collaboration avec des médecins spécifiques donc de Compiègne, pour lesquels donc les patients arrivent chez nous. Alors, elle a sa spécialité, mais bon, vous justement, vous pouvez apprendre aussi un petit peu de sa
oui, on apprend beaucoup. On a des formations aussi par rapport à les TENS, donc les impulsions électriques qu'on peut donner par rapport des patients qui souffrent donc de neuropathie. Et il y a aussi donc des nouvelles mises en marche, du moins des AMM qui ont été données sur différents patchs antidouleurs pour lesquels donc on est formé. Quand le patient vient à la semaine, on sait pourquoi il vient et quel est le protocole qu'il va avoir. D'accord. Et nous, donc, il faut qu'on ait en tête donc tout ce qui est conduite à tenir, surveillance et effets secondaires. Qu'on puisse voir un petit peu ce qui ne va pas chez le patient, s'il y a un surdosage ou un sous-dosage. Le patient va, par rapport à la relation qu'on peut avoir avec lui, le patient va nous dire « je suis pas assez soulagé » ou nous on va le voir, il va être trop endormi. Donc voilà, c'est des choses que nous rapportons. Donc nous, on est un relais entre le patient, il y a le patient, il y a l'infirmière, il y a le médecin. Et il y a le patient, la famille, l'infirmière, la famille, parce que la famille tient une part très 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 importante. Tout à fait. Dans la prise en charge des patients. Et peut-être dans la guérison aussi, qui fait que la famille elle est là, faut pas l'écarter. Au contraire, il faut lui dire ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà. En 39 ans justement de carrière d'infirmière, qu'est-ce qui a évolué d'après vous au niveau de la médecine justement d'infirmière, le métier d'infirmière? Ce qui a le plus évolué? Ce qui a le plus évolué, je dirais qu'avant, c'était avant, et il y avait, entre guillemets, un certain respect de la profession. Maintenant, je vais peut-être être un peu nostalgique. Je pense qu'il n'y a plus du tout de respect de par le patient, de par la famille et de par la hiérarchie. C'est une constatation que je fais. Après, peut-être que tout le monde ne l'a pas faite. Je pense qu'on pourrait poser la question à ma collègue ou à d'autres personnes. Mais après, il y a l'évolution donc, de la médecine aussi. Et ce qui, pour moi, ou peut-être pour les médecins, ou pour la hiérarchie, est quelque chose, donc, on va dire la traçabilité, l'informatique, c'est ce qui est aussi parasité la relation qu'on peut avoir avec les familles et le patient. Oui, je pense aussi. Oui. Je pense qu'on passe énormément de temps derrière un écran d'ordinateur, ce qui n'est pas forcément toujours compris par les familles, parce que c'est normal quand on connaît pas le métier ou quand on, voilà, moi je suis pas secrétaire, je peux pas savoir pourquoi, ou comment ça se passe. Et effectivement, quand on est obligé de dire à des familles ou même des patients, puisque maintenant on se balade avec notre petit ordinateur partout. Quand on est obligé de dire attendez, excusez-moi monsieur, je ne peux pas vous répondre tout de suite parce que voilà le temps que, alors ça peut être tout simplement un problème technique parce que ça s'allume pas tout de suite ou etc. Ou parce qu'il faut le temps de regarder de différentes pages etc. Et c'est vrai l'échange se fait à travers un écran quelque part parce qu'on a toujours l'écran entre nous et le patient ou entre nous et la famille et c'est assez fatigant de ce côté-là parce qu'on sent derrière pas le mécontentement toujours, faut pas non plus exagérer, il y a beaucoup de gens qui comprennent aussi, qu'il y a pas de souci, mais on sent l'impatience plutôt des gens derrière qui ont du mal à comprendre que tout est sur cet écran d'ordinateur. Justement, ce qu'on a besoin de savoir. Justement, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe derrière cet écran, derrière cet ordinateur. Pourquoi il vous le faut cette Parce qu'on a comme disait Marie-Thérèse tout à l'heure, on a pour chaque patient la fiche d'identification. Alors ça va du numéro de téléphone, de ce qui est très important maintenant pour chaque patient, c'est ce qu'on appelle la personne de confiance qui est obligatoire maintenant dans la prise en charge d'un patient. Ça va de ça aux prescriptions médicales auxquelles on est tenu et auxquelles notre métier est régi par les prescriptions médicales. Ce qui fait qu'on peut répondre à des questions. Alors après, attention, pas toute question. Effectivement, il y a quand même un dialogue. C'est ça qui rend le métier intéressant. Mais s'il y a des questions d'ordre, alors pour le coup médical, mais auxquelles on peut répondre
sans que ce soit nécessaire de passer par un médecin. Il y a tout ce qui est thérapeutique qui sont sur cet écran d'ordinateur et par des logiciels et où il y a les prescriptions, les médicaments que le patient prend. Si jamais, par exemple, comme vous disiez tout à l'heure, le patient est douloureux, effectivement, on n'a pas le droit de prescription. Par contre, on peut regarder s'il y a un traitement antalgique qui est déjà prescrit ou non et répondre ou en avertir le médecin, etc., etc. Mais pour ça, il faut s'en assurer auprès de l'écran d'ordinateur. Donc, pour presque toutes les questions des familles, à savoir quel est le traitement, est-ce que c'est le même qu'à la maison, il faut passer par cet écran d'ordinateur. Bon, au bout de quelques jours où le patient est là, on commence à le connaître un peu plus, on peut répondre plus facilement effectivement, mais au début, du coup, c'est un frein, je pense. Mais je comprends. Et en même temps, c'est très bien parce que d'un autre côté, on a tout sur c'est paradoxal, hein, mais voilà. Tout sur le patient. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Et qui rentre justement ces informations dans l'ordinateur par rapport au patient? Alors nous, on a la chance pour ce qui est de l'administratif pur d'avoir notre agent administratif depuis peu qui nous délègue, à qui on délègue beaucoup de choses et qui nous enlève un poids. Et par contre, tout ce qui est donné, donc tout ce qui est prescription médicale, c'est le médecin qui fait ses prescriptions sur ordinateur. Tout ce qui est observation médicale, c'est le médecin également. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les transmissions. Donc c'est la traçabilité dont on parlait tout à l'heure, qui est extrêmement importante, donc qui acte tous nos faits et gestes de la journée. Tout ça va du passage dans la chambre. Qu'il faut qu'on coche sur un ordinateur jusqu'à la prise de tension, jusqu'au la vérification de l'identité du patient à chaque poste impérativement pour éviter toute erreur qui pourrait Alors d'après vous deux, je m'adresse aux deux, qu'est-ce qui serait bon à améliorer au niveau, d'après vous, du métier d'infirmière? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient bon à améliorer? Question difficile. À améliorer. Pour vous faciliter justement votre métier, par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui seraient bon? Là, comme on parlait tout à l'heure de notre collègue, je pense que c'était vraiment un cadeau du ciel, notre collègue administratif. Là, c'est quelque chose qui nous a été bénéfique. Donc c'est vrai que cette décharge de travail administratif nous a soulagé un peu. Mais en contrepartie, il y a toujours donc des choses qui sont à faire à heure fixe. La prise des médicaments, les prises de constante. Nous, si on n'a pas fait les bilans de sang à 8 heures du matin, le monsieur qui vient chercher les bilans de sang, ça recule le travail de tout le monde, c'est-à-dire le laboratoire, s'il a envoyé à Compiègne pour demander, je sais pas moi, faire des RAI, faire des cartes, des groupages de sang ou plein de choses. Si nous on a un grain de sable dans notre dans notre rouage, et c'est comme tout est décalé, tout tombe. Hein. Donc c'est vrai que on dit il n'y a pas de journée type, mais c'est vrai que dès qu'il y a un petit grain de sable, la journée ça suit. C'est l'effet ricochet. D'accord. Alors, ce que je vous propose, Marie-Thérèse et les auditeurs de Radio Pisalène, c'est de se faire une petite pause musicale. On va rappeler simplement le numéro de téléphone parce que s'il y a des auditeurs qui veulent poser des questions, 03 44 75 3000 à la fin. Voilà, pour un direct antenne ici dans nos studios avec le métier des infirmières. Voilà, exactement. Donc 03 44 75 3000 pour intervenir à l'antenne et puis poser toutes vos questions. C'est le moment. On est ensemble jusqu'à 20h, donc c'est le moment de poser toutes vos questions. On va écouter les hurlements de Léo qui vont nous interpréter La Liberté. C'est extrait de l'album Les hurlements de Léo chante Mano Solo. On est toujours dans les titres de découverte, un petit peu comme dans mon émission. Tu nous as gâtés là. Et oui, exactement. Et puis ensuite, on écoutera Amaury Vassili qui nous interprète C'est ma prière, extrait de son album Amaury Vassili chante Mike Brandt, 18h50 sur Puisalène FM. Vous êtes avec toute l'équipe du Club Info et Santé et nous sommes ensemble jusqu'à 20h ce soir. On retrouve toute l'équipe du club Cœur et Santé avec Edwige et Ludo. Eh oui, on est donc de retour. On était justement en train de parler des piqûres. Si on pouvait remplacer les piqûres par autre chose. Surtout enlever les aiguilles, est-ce que c'est possible? Je pense qu'il va falloir demander à des chercheurs
de faire valoir leur savoir et peut-être qu'il y aura moins de souffrance. Mais bon, il est vrai que maintenant, quand on fait une prise de sang ou quand on fait des gestes invasifs, il y a donc des pommades que l'on peut appliquer et des patchs. Donc pour les nourrissons, par exemple, voilà, ou quand on fait des gaz du sang, comme on dit, quand on pique dans l'artère, on met un patch donc à base de lidocaïne qui anesthésie localement. Donc le geste est toujours là, l'aiguille est toujours là, mais l'effet douleur est un peu moins estompé. Est-ce que les aiguilles sont pas plus petites que dans le temps, justement? C'est ce que j'allais vous demander. Plus les trocars, les grosses seringues, la vis, je pense que Edith va rigoler parce que elle va me dire, moi j'ai connu la pince de magie où on prenait les compresses, et on avait c'est quasiment l'année des dinosaures, on va dire. Et donc là, c'est vrai que tout est à usage unique. Les aiguilles, il est vrai qu'ils ont fait des efforts sur ce côté-là, parce qu'avant, il y avait des grosses aiguilles à usage multiple et qui étaient biseautées. Les biseaux étaient vraiment émoussés et ça faisait des... Là, ils ont fait quand même des efforts. De ce côté-là, oui. Oui, parce que des petites aiguilles, c'est quand même plus facile que des... Ça fait peur quand même. Après, il est vrai que tout dépend du traitement qu'il y a à faire. Mais quand on pose un cathéter, ça dépend aussi du diamètre de la veine des patients. Les personnes âgées ont moins de capital veineux qu'une personne jeune. Donc il est vrai que à l'œil, on essaye de mettre la plus petite et celle qui va être la moins douloureuse. Mais bon, un geste invasif reste un geste invasif. C'est-à-dire que malgré tout, on dit je viens vous faire une prise de sang, je risque de vous faire mal, malgré tout. Et justement, quand vous dites ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le tranquilliser, lui chanter une petite berceuse, ou je sais pas, lui donner une petite sucette ou un bonbon? Lui proposer un voyage en Espagne. Il y a peut-être des choses qui fait que justement, il y a des techniques de détournement, c'est-à-dire on va discuter avec le patient. Je vais vous faire une prise de sang et puis qu'est-ce que vous avez regardé à la télévision hier soir? C'est bien ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mangé? Donc on lui fait chercher quelque chose et là. Oui, c'est pas comme tu disais. De façon un peu sadique, on pique. Oui. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure, il pince l'autre bras pour faire diversion, non, ça marche pas. Ça peut être aussi une technique de détournement de soins. Voilà. Après, tout ça dépend du patient, peut-être. Voilà. Ça dépend comment. Ça dépend de la réceptivité donc du patient. S'il est agité, donc là, ça va être des conditions un peu plus difficiles et pour lui et pour nous, parce que donc il va falloir qu'on aille chercher d'autres personnes pour faire le soin, justement, même si on négocie. Est-ce que justement il y a des gens qui ont moins de veines et est-ce qu'on leur met justement une perfusion pour éviter de repiquer? Est-ce que ça se fait fréquemment? Les perfusions, donc en général quand le patient arrive, je vais dire dans 80% des cas, il a une perfusion parce qu'il y a eu un accès, donc soit du sodium ou soit du glucose, et il a fait un passage par les urgences. Donc il y a déjà eu des prescriptions de fait aux urgences. Donc il y a eu déjà des produits injectés. Donc pour éviter que le patient qui monte dans le service 3 ou 4 heures ou voire 6 heures après, on ne le repique et on ne lui refasse les mêmes gestes. Donc la perfusion, l'on puisse mettre les antibiotiques par voie IV en place, qu'on puisse mettre les antalgiques par voie IV pour éviter tous ces gestes, donc ces piqûres qui terrorisent tout le monde. Oui. Est-ce que justement ça a évolué par rapport à des années avant? Est-ce qu'on repiquait automatiquement ou comment ça s'est fait, l'évolution? C'est vrai que le cathéter que l'on a maintenant, il a beaucoup évolué avec les années. Et là, il est vrai qu'il peut rester 48-72 heures en place sans qu'il bouge. C'est du plastique. Le guide, le mandrin, c'est du fer, parce qu'il faut bien qu'on perce la peau. Mais après, ce que l'on laisse dans le bras du patient, c'est du plastique. Ça fait pas mal? Ça ne fait pas mal. Et souvent, c'est ça qui dès qu'on explique aux patients qu'on ne laisse pas d'aiguille dans le bras, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qu'on laisse uniquement alors c'est quand même un corps étranger, on est d'accord, mais un petit bout de plastique. Déjà là, on voit le regard souvent qui s'apaise et qui dit ah bon, en fait, j'ai pas d'aiguille dans le bras. Déjà une fois, je pense que le patient est rassuré de ce côté-là. Après, ça n'a pas un effet antalgique tout le temps pour tout le monde, mais pour le coup, c'est
Je pense que c'est important de dire aux gens aussi, je vais vous faire une prise de sang. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et ne pas dire, vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Parce que c'est faux. Non, une prise de sang, ça fait mal, de toute façon. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est pas la peine d'essayer de leurrer, par ce genre de paroles. C'est pas vrai. Ça fait mal. C'est pas agréable. Et déjà là, je pense que, de toute façon, la douleur, tu me coupes si je me trompe, mais elle fait partie maintenant des constantes du patient. C'est-à-dire qu'on évalue la douleur maintenant à chaque poste au même titre qu'on prend une tension, qu'on prend une température. Elle est au même niveau dans la prise en charge d'un patient. On la demande systématiquement. Même quelqu'un qui vient absolument pas pour une pathologie douloureuse. Parce que souvent d'ailleurs les gens nous disent mais j'ai pas mal, pourquoi vous me demandez ça à chaque fois? Parce que ça fait partie maintenant, c'est un critère essentiel dans la prise en charge d'un patient. Alors je peux ajouter que à l'intérieur des veines et des artères, il n'y a pas de réceptif douloureux. C'est-à-dire que on peut mettre n'importe quoi dans l'artère de la veine, on sent pas. Ce qui fait mal, c'est la piqûre, c'est à travers la peau pour arriver jusqu'à la veine, jusqu'à la veine. Mais c'est bien de l'expliquer quand même aux patients. Je trouve que ça. Alors, c'est vrai, c'est bien. Expliquez-nous justement un peu qu'est-ce que c'est les gaz du sang, parce que tout à l'heure on parlait des gaz du sang pour certaines personnes qui en ont pas fait. À quoi ça sert? Alors, donc le gaz du sang, c'est souvent donc dans les pathologies de pneumologie ou dans les pathologies cardiaques. Donc par ce geste donc qui est dans l'artère radiale ou humérale, on visualise donc au laboratoire le taux d'oxygène, le PO2, la PCO2 et tout ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est douloureux, mais comme dit Monsieur Vauduit, c'est l'aiguille. Après, une fois il faut bien palper le pouls, et dès qu'on l'a sous la peau, on le sent, et donc c'est technique. Voilà, on n'arrive pas à faire la piqûre. Oui, c'est ça. Oui. Si dans la majorité des cas, une prise de sang, c'est dans la veine, là, c'est dans l'artère. C'est pour l'infirmière, c'est plus compliqué déjà. Est-ce qu'on pique de la même façon, justement? Non. Une artère? Non, pas du tout. Donc, en gros, comme disait Marie-Thérèse, c'est pour voir l'oxygénation du sang. En gros, Oui. Donc, on peut chercher autre chose aussi. D'accord. Mais bon, c'est ce que je dis, c'est toujours bien de l'expliquer au patient, qui fait que il sait un petit peu à quoi ce qui va lui arriver quand même. Il n'a pas de surprise. Et combien de temps il faut à peu près pour avoir des résultats quand on fait une prise de sang, par exemple à l'hôpital? En général, dans la demi-heure à l'heure qui suit, on a le résultat. D'accord. C'est, je vais vous dire, un bilan standard. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans les détails des marqueurs tumoraux, Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qu'est un marqueur tumoral? Alors, un marqueur tumoral, c'est quand donc le médecin, entre guillemets, veut positionner son diagnostic sur une pathologie qu'il suppose néoplasique. Alors, néoplasique, ça veut dire cancéreux. Donc on fait des marqueurs tumoraux. Et là, au bout de 48 heures, normalement, 48 à 72 heures, on a des résultats. C'est-à-dire, en gros, pour certains cancers, en présentant une prise de sang, on peut dire, la personne a une forte chance ou malchance d'avoir ce cancer. C'est ce qu'on appelle les marqueurs tumoraux. D'accord. Alors, est-ce qu'avec une prise de sang, je peux avoir plusieurs choses que le médecin a demandé? Ah oui. Par exemple, est-ce que je peux avoir la totale? Comme ça, je suis débarrassée. Oui. Je sais que j'ai pas ça, je sais que j'ai pas ça, je sais que j'ai pas ça, avec une seule prise de sang. Je peux avoir... Dans la mesure où, par exemple, vous allez à l'hôpital en urgence. Si vous êtes à jeun, il y a des choses qu'on va pouvoir faire. D'accord. Mais si la prise de sang est programmée
du matin, vous êtes à jeun. Là, on peut faire une liste comme un livre de cuisine. D'accord. Hein, donc on vous prélève des tubes et des tubes et des tubes et c'est envoyé, donc c'est dispatché dans différents laboratoires pour lesquels donc, on fait le check-up. D'accord, voilà, c'est ce qu'on appelle un check-up. Voilà. Ça c'est bon à savoir. Une seule prise de sang. Voilà, avec plusieurs tubes. Après, donc moi j'aurais voulu, excusez-moi, revenir sur les qualités un petit peu ou pas les motivations, les qualités de l'aide-soignante, de l'infirmière, ce qu'elle doit être, ce qu'elle doit faire pour être le plus la meilleure prise en charge. C'est pas quelque chose qui est dans c'est pas sur notre CV, mais la motivation, des qualités de l'infirmière, c'est l'écoute. Oui. La relation d'aide, c'est-à-dire donc à travers l'écoute, on va aider le patient, on va essayer aussi, donc c'est un versant un peu psychologique où il va vous dire plein de choses avec des mots ou avec des signes. Il va vous dire qu'il a mal, qu'il est en souffrance, soit physique ou psychologique, et on a aussi un rôle, même si parfois les familles tu me couperas ou pas, ils sont à l'hôpital, on doit tout leur faire. Alors que nous, notre rôle, c'est de préserver une certaine autonomie. Donc, ça aussi, c'est quelque chose, on ne va pas avilir le patient. C'est-à-dire qu'il arrive en santé, il ne faut pas le refaire repartir dépendant. Oui. Hein, pour nous, c'est quelque chose qui est important. Donc la relation d'aide, donc certes avec les patients, les familles, et il y a aussi cette relation avec nos collègues où des fois on n'a pas besoin de se parler et le soin, l'efficacité est là. C'est-à-dire que il faut connaître un petit peu, il y a ce côté un petit peu psychologique quand même, comportemental, voire un petit peu. De toute façon, je trouve qu'on ne devient pas, je compare toujours un petit peu au permis de conduire, ça n'a rien à voir, mais on ne sait pas conduire, en plus pour ma part, ceux qui me connaissent comprendront pourquoi je dis ça, on ne sait pas conduire au bout d'une heure ou deux de conduite, on n'est pas infirmière, une bonne infirmière, je sais pas, mais... En tout cas, je pense qu'on n'a pas ces qualités-là, comme tu le dis, au bout de quelques mois ou quelques années. C'est des choses qui s'apprennent pourquoi ? Parce que c'est de l'humain et parce que chacun est différent et parce qu'il faut aussi travailler avec l'autre. C'est pas uniquement un métier, pour le coup, c'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment c'est de l'empathie et c'est quelque chose d'extrêmement difficile, je trouve. Et en même temps, c'est ce qui fait que notre métier est ce qu'il est. Il est différent en tout cas des autres, parce que justement, il s'apprend au fil des années. Et comme disait Marie-Thérèse, je trouve que quand on arrive à rentrer dans une chambre et qu'au premier coup d'œil, on arrive à voir ce qui va et ce qui ne va pas, là, je pense qu'on commence à maîtriser son métier. D'un simple coup d'œil, voir où est le problème, où il n'y en a pas, où... Voilà. Voilà. Alors justement, pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Alors au départ, pour être honnête, moi je voulais être infirmière. J'ai toujours été attirée par les métiers de la santé, sans vouloir être médecin ou être dans d'autres domaines. Et au départ, c'était avec quand j'étais au lycée, c'était avec les... Comment ça s'appelle ? Secours populaire ? Non, pas du tout. C'était les... Je vais y arriver. Alors les centres d'orientation en fait où on nous exposait un petit peu ce à quoi on se tournait c'est les orientations. Les conseillères d'orientation. Voilà, merci. C'était le métier d'infirmière, il a toujours été un petit peu dans ma tête. Et mais sans savoir du tout en quoi ça consistait, parce que j'ai des parents qui sont agriculteurs, donc absolument pas dans ce métier-là. Et par contre, j'ai ma sœur aînée qui est pharmacienne, qui donc déjà a été tournée un petit peu vers le médical, en tous les cas les sciences. Et étant donné qu'on a 20 ans d'écart, je pense que j'ai dû, d'une certaine manière, quand j'étais plus jeune, l'écouter ou être attirée par ce métier-là aussi.
Et en fait, je saurais pas comment vous dire pourquoi infirmière au tout début, mais ce que je sais, c'est que quand j'ai commencé ma formation, on nous a dit le premier stage est décisif. C'est-à-dire que c'est des formations qui sont faites, on l'a pas évoqué forcément tout à l'heure, mais qui alternent cours théoriques et stages pratiques. Et quand j'ai fait mon premier stage, mes 3 premières semaines de stage, je me suis dit oui, c'est ça que je veux faire. Et à partir de là, par contre, je me voyais pas faire autre chose. Et voilà, c'est comme ça que j'ai voulu. Voilà, je sais pas trop comment. C'est quelque chose je pense qu'on a en soi, sans forcément le savoir au départ, mais on parle souvent de vocation, mais je pense que c'est vrai. Je pense que c'est une vocation. Alors au départ, moi, je voulais être infirmière anesthésiste, parce que dans le métier, on a la chance de pouvoir soit évoluer effectivement hiérarchiquement, soit avoir beaucoup de possibilités et de spécialités. Et en fait, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que le côté bloc opératoire m'intéressait moins, parce qu'on n'a pas ce relationnel-là justement avec les patients de la même manière que si on est dans un service ou même encore en libéral. Et par contre, je me verrais pas faire autre chose maintenant. J'adore ce que je fais. Et voilà. Bon, voilà, je propose qu'on se marque une petite pause, alors contrairement à ce qui est annoncé tout à l'heure Nicolas, on est ensemble jusqu'à 19h30. Donc voilà, on va revenir un peu sur le métier en général juste après cette petite pause musicale. Effectivement, on va écouter tout de suite Natacha Saint-Pierre avec son titre Évangéline, qui est extrait de l'album Mon Acadie. Ça sortira le 2 octobre prochain. C'est toujours une découverte. On est toujours dans les découvertes des artistes et des chansons. Et ensuite, on écoutera Lisa Angel, qu'on avait déjà écouté dans Puisalène Découverte. C'était pour la chanson de l'Eurovision. Là, c'est un autre titre qu'on vous propose avec Si j'étais. 19h15 sur Puisalène FM. À tout de suite. On retrouve toute l'équipe du Club Info Santé. Oui, merci Nicolas. Bien sûr, on va terminer justement sur cette belle note de musique avec aujourd'hui, puisqu'on recevait ici à Radio Puisalène dans les beaux studios Docteur Vauduit, mais aussi le métier d'infirmière. Et le métier d'infirmière, on recevait bien sûr Edith René et Madame Fégueux, qui sont infirmières toutes les deux à Noyon. On peut le dire, vous êtes à l'hôpital de Noyon. Alors avec une différence d'âge, bien sûr, puisque l'une a 7 ans d'expérience. Pardon, presque 14 ans. 14 ans, ah oui. Et excusez-moi, Edith. Excusez-moi, 14 ans, c'est beaucoup. Et 39 ans pour Marie-Thérèse, qui bientôt va partir. Et je pense qu'il va partir, mais qui va laisser une bonne trace derrière, puisqu'elle va donner un très très bon relais à justement Edith, qui se trouve juste en face d'elle. Alors, moi, Edith, j'ai envie de vous demander, les relations avec les patients, ça se passe bien? Oui, en règle générale, oui. C'est parfois difficile, c'est parfois compliqué, mais en général, ce qui fait qu'on reste dans cette branche-là, c'est justement majoritairement ça se passe bien, tout du moins à un moment donné dans l'hospitalisation, on a un merci, on a une reconnaissance, on a quelque chose, on a un échange qui s'est fait. Et qui plus près, c'est ça, et qui fait qu'on continue dans cette voie-là. C'est ce qui nous fait rester. C'est la sympathie qu'on ressent de la part du patient ou de la famille, et qu'à un moment donné, on a fait partie de sa vie, c'est peut-être exagéré, mais voilà, qu'on l'a fait sourire à un moment donné et que ça s'est bien passé. C'est le principal. Oui. Et c'est ce que vous voulez, c'est justement, vous faites un très très beau métier. Ah oui, là-dessus, oui. Il faut avoir du courage. De la patience, je dirais. Beaucoup de patience. Du courage, après, je sais pas si c'est du courage. Je pense que c'est beaucoup de patience, beaucoup de... Et de passion. Il faut aimer. Oui, la passion. La passion, oui. Ouais, et de la disponibilité, oui, certainement. L'ouverture d'esprit. C'est des choses qui s'apprennent avec le temps. Mais oui, ouais. Du courage, je sais pas, mais de la patience et de l'investissement. C'est vrai qu'il faut s'investir.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a peut-être le temps d'en parler. C'est vrai que vous faites quand même un certain nombre d'heures à l'hôpital, mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Ce qui fait, c'est que quand vous avez un très très beau métier, qui fait que vous le partagez bien. Oui, je pense. On va terminer sur peut-être Marie-Thérèse, peut-être le mot de la fin, bien sûr. Donc moi, ce que je voudrais dire, donc c'est par rapport au travail d'infirmière. Bon, là j'ai Edith à côté de moi, mais je pense que je suis très pudique de ce côté-là. Je ne sais pas dire. Tu m'as apporté beaucoup de choses, mais il est vrai que ce que j'ai pu apporter, je pense que ça leur restera, et que moi ça m'a beaucoup ce qu'ils me renvoient à travers leurs demandes d'une interrogation ou d'une question par rapport à une pathologie, et quand je peux répondre à leurs questions, là c'est un grand merci qu'elles me donnent, et ça c'est incommensurable. Là, oui, c'est vrai que bon, c'est assez. On sent que vous êtes quand même un petit peu ému. C'est vrai que vous allez partir dans 6 mois. Hein. Non, je dis donc aujourd'hui nous sommes au 145e jour de l'année. Il me reste 100 jours à faire. Oui, mais je pense que bon, le côté infirmière sera toujours là. Hein. Je pense que là, vous pouvez pas quand même couper les liens comme ça. Hein. Non, et je pense que oui, c'est un petit peu ça, ce qui fait que c'est bien, vous avez travaillé pendant 40 ans. Vous devez aussi laisser un petit peu et passer le relais. Passer le relais, je pense que je l'ai déjà fait. Donc après, comme je dis, les gens prennent ce que je peux leur donner. Voilà, je donne. Et s'ils veulent pas le prendre, ils le prennent pas. Donc, mais bon, ma satisfaction, c'est d'avoir donc laissé une trace, ne serait-ce que par mon savoir, même si j'en ai pas beaucoup, mais bon, ce que j'ai pu apprendre, j'essaye de le redonner aux autres. Après, si elles le mettent dans un petit tiroir de leur cervelle et qu'elles le ressortent à un moment où ça leur sera bénéfique, alors là, je suis la plus heureuse des femmes. Merci Marie-Thérèse. Voilà. Edith, le mot de la fin. Alors là, c'est plus compliqué. Je sais pas m'arrêter de parler en général. Je sais pas. J'invite tout le monde à toutes celles et ceux, parce qu'il y a beaucoup d'infirmiers maintenant aussi qui souhaitent embrasser cette profession, comme tu dis, Marie, qu'ils n'hésitent pas, voilà, c'est un choix, ça plaît ou ça plaît pas, mais une fois que ça plaît, je pense que c'est pour un bout de temps. C'est un beau choix, en tout cas. Très, très beau métier, ce que vous faites. C'est vrai, franchement, bravo. Merci. Merci à vous. Docteur Vauduit, c'est vous qui allez terminer justement sur cette belle phrase. Vous allez nous parler des prochains rendez-vous. Oui, mais d'abord, je remercie Marie-Thérèse et puis Edith de venir ici témoigner avec... je dirais avec beaucoup d'émotion. Et ça, c'est votre métier. Docteur Vauduit, vous nous parlez de notre prochain rendez-vous. Le prochain rendez-vous, c'est avec les ophtalmologistes, Dr Dont et Dr Ancelot, qui vont nous parler des troubles de la vision, c'est des troubles de la vue. Et pourquoi j'ai invité Dr Dont et Dr Ancelot? Parce que cette semaine-là, c'est la semaine de la mondiale de la vue. D'accord. Voilà. Donc toutes vos questions, bien sûr, au 03 44 75 30 00. Donc, et la date, c'est... Dis-nous tout. C'est le premier mercredi de chaque mois. Ce sera le mercredi 7 octobre. Voilà. Le mercredi 7 octobre. Merci, docteur Vauduit. Merci. À bientôt, dans un mois. Alors, on va faire passer une petite bande-annonce. Merci, Ludovic. Merci à vous tous d'être venus, bien sûr, dans cette émission.
Et puis, je vous dis à très bientôt donc sur les ondes de Radio Puisalène. Voilà. Demain, peut-être, Nicolas, tu peux rappeler... Effectivement, on va rappeler les prochains rendez-vous. Donc là, c'est Athéna qui va raccrocher, que nous allons reprendre avec de la très très belle musique sur l'antenne. Demain, 14h, il y aura une interview. Ce sera avec vous, Edwige. Ce sera l'association du Kinjong des Trois-Vallées qui sera dans les studios de Radio Puisalène demain à partir de 14h, 14h30. Vous pourrez également intervenir à l'antenne, 03 44 75 3000 pour poser toutes vos questions. Et ensuite, vendredi, pour aller un petit peu plus loin, vendredi, ce sera à partir de Lévi, ce sera Lévi qui reprendra l'antenne, puis ensuite Martial et Hervé. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler dans les toutes prochaines émissions. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé sur cette émission du Club Cœur et Santé. On va raccrocher avec Athéna. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Bonne soirée. Et très bonne soirée à tous, à bientôt. Très bonne soirée sur l'antenne de Radio Puisalène.